Record Voilà, super. progress. Eh bien, bienvenue Élie, bienvenue tout le monde. On va ouvrir cette deuxième conférence sur le cycle Savoir d'où on vient pour savoir où on va, qui est lancé par la FECOP, donc l'association francophone d'éco-psychologie, qui est une association encore toute jeune, qui a été créée par Johan Zvejkar et moi-même, et qui s'agrandit tout doucement avec des personnes qui participent, comme toi Élie, comme toi Sylvain ou Catherine. Et merci beaucoup d'être là. Ce cycle de conférences a pour objectif de venir interroger nos grands frères, nos grandes sœurs, les anciens et les anciennes en francophonie qui ont implanté l'écopsychologie et qui ont fait un travail énorme. Et sans ce travail, la FACOP ne pourrait pas s'implanter. Et donc, ce cycle de conférences est là à la fois pour remercier, pour honorer, et puis aussi pour aller recueillir les graines de sagesse des grands frères, des grandes sœurs, des anciens et des anciennes, pour savoir un peu d'où on vient, ce à quoi peut-être il faut qu'on soit vigilante, ce qu'il faut qu'on continue à ouvrir, à voir et à envisager des futurs pour l'écopsychologie. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'honneur de te recevoir, Élie. Et je te remercie beaucoup. Élie, tu es en Belgique. Je vais te laisser le temps de te présenter. Mais pour moi, ma présentation, elle sera toute affective parce que on te doit énormément dans la création de la FECOP. Et tu fais partie des premières personnes, des premiers grands frères qui nous a vraiment aidés, qui nous a écoutés, qui a pris du temps dans nos doutes, dans nos non-doutes, à nous soutenir pour implanter tout doucement la FECOP. Et merci parce que tu as été d'un grand soutien. Donc, c'est un plaisir et une joie immense de t'accueillir, Élie, et je te laisse te présenter. Oh, ben merci aussi. Moi, je suis super touché d'être là. Alors, j'ai encore que 42 ans, donc être considéré comme grand frère ou grande sœur dans l'éco-psychologie, j'arrive pas encore à vraiment me l'octroyer. Peut-être que je dirais que je fais partie de la deuxième génération, ou peut-être la troisième, ça dépend comment on commence, hein, ou on finit, mais en tout cas, cette génération qui est apparue il y a une grosse dizaine d'années, quoi, euh, par rapport à, ouais. Du coup, qui je suis, d'où je parle, d'où physiquement, c'est effectivement en Belgique, pas loin de Namur, aux portes d'un bois. J'ai la chance de vivre depuis 2 ans dans un petit habitat groupé qui s'appelle la Lisière des Mondes, qui est au port d'un bois dans lequel je marche beaucoup. Euh, et et c'est aussi un endroit où là, je suis dans mon bureau, j'ai un bureau dans la maison parce que je navigue entre du travail. Derrière l'ordi, des Zooms, de la coordination, de l'écriture et du travail avec des collectifs, avec des réseaux. C'est surtout de là que je parle. Donc, même si j'ai une formation de psy au départ, je fais très peu, moi, d'accompagnement individuel. Je fais de l'animation collective, notamment de travail qui relie, pas que, de l'animation de rituels aussi, certains rituels de vie aussi, mariage, enterrement. Euh, et puis, je travaille beaucoup dans le réseautage, en fait. C'est vraiment ça qui m'a amené aussi, mais on verra plus sur l'historique, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, même si je fatigue un peu, j'avoue, sur cette dimension-là. Et puis, j'ai la chance d'avoir coécrit un bouquin, là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Reliance, manuel de transition intérieure, qu'on a coécrit avec Michel Maxime Heger et Tilly Grosjean. Euh, et donc voilà, il y a aussi un peu de ça maintenant qui est dans ma vie, de l'écriture et des activités autour de ce bouquin. Puis ce que j'ai encore envie de vous dire, c'est que j'ai un petit loulou de 3 ans, vous entendez peut-être. Je sais pas ce que vous l'entendez. Un petit peu, j'entends une petite voix Petit toute peu. mignonne derrière. Parce que là, il est en train de manger. Le repas en général est un moment bruyant avec lui. Il y a un moment, il va passer dans la pièce pour monter parce que le bureau est ben voilà, est un lieu de passage pour l'étage. Euh, Et j'ai aussi une grande de 14 ans qui sont deux présences vraiment très importantes dans ma vie. Et puis aussi une amoureuse que j'ai rencontrée dans un atelier de travail qui relie, qui est docteur en sociologie de l'environnement, qui vient d'écrire un article
sur l'écologie sensible. Donc pour nous, c'est aussi une œuvre commune, tout ça, tout tout ce travail. Voilà, je crois que c'est Hmm. suffisant pour aujourd'hui. Ok. Eh ben, c'est une sacrée belle présentation, toute sensible. Moi, je t'ai connue parce que tu faisais partie du réseau Terre Éveil. C'est comme ça que je t'ai contacté. Hmm. Et en tout cas, à ce moment-là, dans ta vie, c'était il y a 3 ans. Euh, Tu travaillais beaucoup dans de grosses associations, de grosses structures, c'est ça en Belgique? Mhm. Est-ce que tu pourrais me redonner le contexte de cette époque-là? Oui, moi je suis super nul en date, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu une ligne du temps, mais du coup on peut démarrer à l'envers. Je peux démarrer par le maintenant si tu veux. Ok, démarre par maintenant. Donc dans le maintenant, je suis surtout actif à partir d'un réseau qui s'appelle le réseau d'écologie sensible, qui D'accord? existe depuis 2 ans, euh, qu'on a créé à partir d'une série de collectifs qui offrent des espaces de formation ou d'accompagnement à des animatrices en écologie profonde, en écopsie, en travail qui relie, en bain de forêt, en voilà, tout un peu ce champ un peu large comme ça qui gravite en éco-rituel, en écothérapie. Et on avait besoin de se retrouver entre collectifs ou associations qui accompagnent et qui aussi proposent, hein. Donc on est chaque fois en première et en deuxième ligne. Et ce réseau est du coup composé de personnes qu'on a appelées les tisserandes, qui sont toutes ces personnes qui agissent, que ce soit en collectif ou en individuel. On n'a pas utilisé éco-psychologie parce que pour deux raisons, il y a vraiment cette dimension délicate quand on ajoute psychologie à un mot en Belgique, ben, moi, c'est facile pour moi de dire que je suis éco-psychologue parce que je suis psychologue au départ, je suis inscrit à l'ordre des psychologues et voilà. Mais pour toute une série de praticiens, de praticiennes, c'est dangereux en fait. Enfin, voilà, il y a vraiment un risque légal. Euh, et aussi parce que certaines personnes ne se reconnaissent pas directement dans l'héritage de l'éco-psychologie, mais vont être plus proches, oui, d'autres approches, quoi. Donc ça, c'est un réseau, le réseau d'écologie sensible, dans lequel j'ai certains rôles de coordination et d'émulsion, on va dire. Et puis, il y a aussi une fondation qu'on a co-créée à partir d'un autre réseau, qui est la fondation Mycélium. Donc, on a créé il y a 7 ou 8 ans une- un, un réseau informel sur des écologies qui s'appelle Mycélium, qui travaille l'écologie populaire, l'écologie queer, l'écoféminisme, l'écologie des marges. On avait fait des rencontres, deuil et effondrement, rapport du pouvoir dans nos organisations, rapport sur l'argent. Donc toujours, le mycélium, il est en dessous de la forêt. L'idée n'est pas de faire fédération, l'idée n'est pas d'essayer de mettre tout le monde sous la même bannière. C'était vraiment d'avoir un espace où on travaillait l'intériorité de nos collectifs militants, associatifs. Donc ça existe toujours, hein, c'est très actif, Mycélium. Pour le moment, là, on est dans un cycle écologie cuir notamment, qui est hyper passionnant. Euh, et, euh, et dans ce réseau, on a senti le besoin de créer une fondation parce qu'une série de nos collectifs étaient en difficulté de trouver des moyens parce que soit trop radicaux, soit trop pionniers, soit trop petits, trop informels que pour pouvoir avoir des subventions publiques, etc. Donc on a créé une fondation qui est une fondation dans laquelle il y a 8 donatrices privées qui donnent entre 5 et 30 000 euros par an et où les bourses sont distribuées euh, sur base de choix qui est posé par un collectif composé principalement d'acteurs et d'actrices du terrain. Donc c'est une fondation participative où les mécènes travaillent aussi leur rapport à l'argent et ne sont pas décisionnaires parce qu'ils ont les moyens, quoi. Wow. Donc Un voilà, énorme chouette. travail de structuration, quoi. Ouais, ouais, c'est top. Et maintenant, ça a des petits. Là, on est en réseau avec des fondations françaises, allemandes. On a encore une toute petite fondation, donc on ne sait pas soutenir structurellement des projets. On n'a que 2 fonds là qui s'appellent Aubier, qui sont des fonds plus structurels. Mais la plupart des fonds sont des fonds qui s'appellent Racine et Pollen et qui sont des fonds ponctuels entre 2000
500 et c'était 2 ans, 5 000 euros. Ok. Ouais, ça, c'est beaucoup. Ça, c'est vraiment un rôle ouais, qui m'occupe aussi. Euh, et en fait, à côté de ça, il y a effectivement tes réveils dont tu as parlé, où là, vraiment, c'est mon ancrage alors d'animation de travail qui relie. Donc là, je suis vraiment un des facilitatoristes de tes réveils. On est 13, je crois. On anime quelques ateliers par an. Tout le monde n'anime pas parce que ça dépend des énergies. Il n'y a personne qui est employé. Enfin, il y avait juste Corinne un petit peu pour la coordination. Et par contre, ben, c'est un super lieu d'animation, travail qui relie, et un super lieu d'émulsion. Comment on fait évoluer notre travail qui relie, comment on l'approche de certains milieux militants, d'acteurs sociaux, comment on intègre toutes les questions qui sont soulevées par Mycélium autour des dominations systémiques, de l'écologie des marges, de l'écologie cuir et tout ça. Donc, c'est vraiment des endroits de... Les réveils est vraiment une structure qui est importante dans ces réseaux, qui est une grande sœur pour beaucoup de collectifs, qui a formé au travail qui relie, qui a participé à la création de Mycélium, qui a participé à la création du réseau d'écologie sensible. D'ailleurs, Mycélium, la métaphore même vient de Gauthier Chapelle, qui est un des créateurs de Tes Réveils. Et donc, Tes Réveils est aussi très nourri par le travail que fait Mycélium sur les réflexions de fond, se laisse vraiment travailler, transformer. D'ailleurs, assez fort en répondant avec ce qui se vit aux États-Unis dans le Work That Reconnect Network. Donc voilà, c'est un super endroit pour ça. Et puis c'est un endroit aussi de grande proximité affective. C'est vraiment un endroit où on se pose entre pairs plusieurs moments par an et ça fait vraiment du bien. Et, Je te euh, et remercie. voilà, donc c'est ces trois structures-là principalement dans lesquelles je navigue. Et puis du coup, je suis en lien avec beaucoup de collectifs et structures puisque c'est tout ce travail de réseau ou d'intervention à différents endroits, quoi. Du coup, je reprendrai la question de départ plus loin, à la fin peut-être même. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ça a vraiment son importance. Tu vois, quand je t'entends, déjà, il y a quelque chose de très organique dans la manière de vivre ces structures, la manière dont ils s'entrecroisent. Et on en avait déjà parlé ensemble, mais c'est vrai qu'en France, il y a une difficulté, en tout cas pour l'instant, de prendre de cette manière, de manière si organique et dans les profondeurs, euh, sur ce genre de questions. Il y a quelque chose qui émerge du côté de Toulouse, avec, avec notamment Michael et Manon Sala, qui sont vraiment en train de tisser quelque chose que vous êtes en train de... Enfin, je ne dis pas que c'est pareil que ce que vous avez fait, mais en tout cas, qui vont travailler des questions de fond euh, et décliner finalement les questions de l'écologie sur tous ces différents domaines. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais du coup, ma question, c'est, est-ce que tu as l'impression que c'est parce que ça s'est fait sur un territoire qui était plus petit? Oui, Euh, j'en suis sûr que ça joue beaucoup. Moi, je l'ai ouais, vu, donc si je remonte encore un peu plus loin, c'est que un des réseaux que j'ai co-créé, dans lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le réseau Transition Belgique, qui s'inscrivait dans les réseaux Transition Network de Rob Hopkins. Donc, on avait créé Liège en transition en 2011, puis on a créé le réseau Transition Belgique en 2013, je crois. Et, euh, Et on a vu que c'était beaucoup plus facile en Belgique qu'en France, que le réseau Transition France galérait, mais d'une part parce qu'il y avait les colibris, qui en fait faisaient déjà le même boulot, plus ou moins, mais d'ailleurs qui avaient essayé de devenir un peu le réseau Transition France officiel, et ça a créé des problèmes interinstitutionnels, parce que le réseau Transition, sa particularité, c'était vraiment, on part du bas, on ne donne pas de consignes de thématiques, on ne fait pas fédération, il n'y a pas et les colibris étaient dans un truc plus... on anime nos collectifs avec des thématiques, etc., avec des politiques, avec des stratégies communes. Et ça, le réseau Transition n'avait pas envie. Mais en tout cas, le réseau Transition a eu beaucoup plus de mal parce qu'ils ont tout de suite créé le réseau Transition France, à partir de l'Île-de-France notamment, dans lequel il y avait par exemple Claire Carré, hein, qui portait la transition intérieure. Euh, et c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. Nous, on se côtoie, on se sent, on se respire, on se connaît, on s'aime pas. Ça, c'est, je crois, une grosse différence. Et puis l'autre grosse différence, c'est que j'ai l'impression qu'en Belgique, on a plus de liberté pour l'organique quand même.
Euh, j'ai l'impression que, par exemple, Mycélium, l'écosystème, le réseau dont je parlais tantôt, il a pris 5 ans avant de devenir une association. Au début, c'était juste abrité par une autre association, en l'occurrence par le réseau Transition, qui recevait les fonds qu'il donnait aux personnes qui travaillaient dedans, sans aucun contrôle, sans aucun... voilà. Et c'est une fondation suisse qui finançait ça, qui finance toujours ça. Puis à un moment, la fondation suisse a vraiment voulu qu'on se pose en ASBL, hein, en association, mais on a toujours dit, il y a pas, on ne sait pas qui est membre de Mycélium, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de membrane claire, il n'y a pas de... On a pu faire ça. Le réseau d'écologie sensible, pour le moment, n'a pas encore de structure juridique. Il est abrité par Téréveil. Ok. Et donc, on est dans ces... C'est un modèle qui se répète, que moi j'aime beaucoup. Le réseau Transition a d'abord été aussi abrité par deux autres structures, les Amis de la Terre, Belgique, et Exposandé, qui était une association que j'avais créée, la première dans laquelle j'ai travaillé. Et en fait, on a pu avoir cette logique chaque fois de, on couve un projet, on utilise une structure existante pour aller chercher des fonds, pour avoir du juridique, du financier, de l'administratif, etc. Et quand ce projet est mûr, il prend son élan, mais pas trop tôt, pas trop vite, pour pas que le structurel euh, empêche le projet, en fait. Euh, mais ça demande d'avoir derrière des assos qui disent on couvre votre projet, mais on ne prend pas le contrôle sur votre projet. Tout à fait. Et donc ça, on a eu cette chance-là. Du coup, c'est un peu une répétition dans mon histoire professionnelle, mais parce que c'est un modèle qui a vraiment bien fonctionné et qu'on... Voilà. Du coup, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est plus facile en Belgique qu'en France d'avoir ce genre de trucs un peu plus souples, un peu moins... on est un moins gros, c'est un moins gros État, c'est quand même encore moins centralisé, c'est moins bureaucrate. Il y a de la bureaucratisation, il y a de la centralisation, mais c'est tout moins que la France. C'est moins Ouais. sécuritaire, Oui, oui, je suis d'accord. il y a Peut-être moins d'extrême aussi droite. moins d'ego. Alors, ouais, ça, c'est une autre grande question, hein, les organisations et des personnes, mais le Belge peut difficilement se prendre au sérieux, quoi. Je te On remercie, n'a pas la Évidé. taille, tu vois. Pas une très longue histoire, pas un très grand pays, plusieurs langues, c'est le bordel au niveau politique. Enfin, voilà. On peut difficilement dire que nous sommes français. On peut facilement dire ça Ok. aide. Bah, du coup, en tout cas, c'est inspirant et ça permet aussi de voir ce qui a déconstruit, en tout cas, tu vois, aussi un peu quand je vois en France. Donc, je te remercie. Alors, je vais tirer le fil un petit peu plus loin et on va revenir vraiment en avant. Et là, j'ai une question. Comment t'es tombé dedans, l'éco-psychologie? Ouais. Vraiment, ta première rencontre, ça a été comment? Et il s'est passé quoi? Et ça a fait quoi? Hmm. Ben pour contextualiser ma première rencontre, j'ai un petit peu préparé, parce que moi je suis nul en date et en fil historique, et du coup ça m'a fait plaisir d'un peu préparer. Mais, donc d'abord, moi j'ai fait des études de psycho, principalement de systémique, mais aussi de clinique adulte et enfant. Je me dédiais à être thérapeute familial, c'était vraiment mon truc. J'ai eu un super prof de systémique qui m'a éclaté, et qui citait tout le temps Betson, qui nous amenait déjà sur le terrain de l'anthropologie. Euh, et puis la psycho m'a aussi très fort euh, déçu. Je trouvais qu'on n'avait pas du tout assez de philo, de sociaux, d'anthropos. Je trouvais que il y avait les guerres d'école qui étaient beaucoup trop fortes, que c'était pas du tout assez engagé dans le monde. Donc j'ai pris aussi comme élève libre des cours d'anthropo, de philo, parce que j'ai pris longtemps à rendre mon mémoire. Donc ça m'a laissé du temps pour suivre des cours. Et puis j'ai commencé à bosser dans l'environnemental avant de terminer mes études, parce que j'ai pris 5 ans pour rendre mon mémoire, mon travail de fin d'études. Et du coup, je parle un peu par ce que la vie m'a proposé. Je suis devenu militant associatif avant de m'installer dans un centre de planning familial comme thérapeute familial, ce que je voyais comme étant mon avenir professionnel. Parce que c'était aussi mon grand amour. Donc, j'étais dans des collectifs militants à l'UNIF et tout ça sur les questions écologiques ou de droits humains. Euh, et, et, et là, j'ai com- il y a quelqu'un qui posait une question, peut-être? Ouais, ou c'est peut-être le micro qui n'était pas coupé. Ah, voilà.
Donc j'ai commencé à bosser en 2007 dans l'associatif environnemental. On parlait de développement durable à l'époque. On essayait de promouvoir le développement durable et j'étais assez déçu et je cherchais du côté de la psychologie du développement durable, les changements de comportement, pour commencer à faire du pont aussi entre mes études, ma passion de la psyché et ma passion de l'environnement. Mais j'étais aussi assez déçu parce que ça se rapprochait plus d'approches communicationnelles ou cognitivo-comportementales ou de la psychosociale qui était moins mon truc que la psychologie des profondeurs ou la systémique ou voilà. Et puis je cherchais écologie, psychologie, psychologie tout le temps sur Google. Mais comme je suis très francophone, je cherchais jamais en anglais. Donc, je ne tombais pas sur l'éco-psychologie. C'est dommage parce que je pense que j'aurais peut-être fait des tournants plus tôt. Et puis, euh, en 2011, on a créé Liège en transition. J'ai commencé à découvrir le mouvement de la transition dans lequel il y avait toute la dimension transition intérieure. En 2011, on a organisé un dernier salon comme ça où on essayait d'aider le développement durable et tout ça et ça me fatiguait très très fort. Donc en 2011, j'ai aussi rencontré Pablo Servigne à Liège, avec qui on a co-créé Les gens en transition. Et en 2011, j'ai fait un épuisement après être tombé sur un article très important qui a vraiment changé ma vie, qui était l'article sur le risque de sixième extinction massive des espèces, qui maintenant n'est plus un risque. Hein, et ça a vraiment fait chez moi c'est plus possible. Les réponses qu'on est en train de proposer sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Euh, mais du coup, ça a été très dur parce que ça m'a vraiment fait une grande perte de sens. J'étais coordinateur d'une assoce de 8 personnes. Voilà. Et puis, ben, je suis tombé sur le travail qui relie avec Tes Réveils. J'ai vécu mon premier atelier avec Gauthier, Léna et Corinne. Et donc, c'est un peu tout en même temps. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'éco-psychologie par le travail qui relie, à travers la transition intérieure, dans lequel l'éco-psychologie était une des sources importantes. Et par aussi la lecture de François Terrasson à l'époque, La peur de la nature, et quelques écrits des courants de l'écoformation, euh, puisque j'étais proche, à ce moment-là aussi, je m'étais orienté beaucoup dans la gouvernance partagée, l'intelligence collective, et j'accompagnais des assos environnementales qui travaillent dans l'éducation relative à l'environnement en Mm. Belgique francophone, ce qui est plus le courant, on va dire, de l'écoformation en France. Et donc, par ces différents biais, en fait, que j'ai fait des ponts. Je me suis dit, ah, mais en fait, François Terrasson, Johanna Messi, Caroline Baker, à travers la transition intérieure, quand on pensait effondrement, résilience, tout ça est venu me faire croiser le champ de l'écopsie, quoi. Et là, ça a été magnifique pour moi, parce que mon premier atelier de travail qui relie, j'ai senti vraiment pour la première fois de ma vie, de façon profonde, que je pouvais réconcilier mes amours. Et ça, c'était magnifique. Je me suis dit, ah, mais en fait, je peux faire les deux en même temps. C'est génial. Et sans être obligé de devenir un psychologue du développement durable qui donne des conseils de communication à des cabinets ministériels. Ce que Mm. j'avais commencé un peu à faire pour des projets, on rendait des appels d'offres et tout ça. Et, ah, voilà, j'ai découvert qu'il y avait vraiment les dimensions profondes qui existaient. Donc ça a été pour moi, ouais, c'était un. Après, j'ai identifié quelques fois dans ma vie ces moments où j'ai tout le corps qui frissonne, l'impression que tout fait. Et que je fais, OK, là, je suis vraiment sur mon chemin, quoi. C'est vraiment, c'est là que je dois être. Voilà ce que ça m'a fait. Et du coup, puisque je trouvais pas de formation en écopsychologie en français et que je suis vraiment mauvais en anglais, on a décidé de co-créer alors une formation en écopsychologie. Et là, ça nous a fait rencontrer aussi Mohamed Taleb, Jean-Pierre Ledanf, Michel Maxime Heger. Et donc, on s'est rendu compte que quand même, il y avait en fait des anciens et des anciennes dans le paysage francophone qui existaient. Et ça nous a fait aussi énormément de bien. Ok, merci. Comment, comment tu définirais maintenant que tu as toutes ces années de recul, quelle définition tu donnerais de l'écopsychologie? Ouais, j'ai pas beaucoup varié. Pour moi, c'est toujours ce grand champ transdisciplinaire entre écologie et psychologie qui réunit autant des animatrices en éducation relative à l'environnement que des thérapeutes, que des anthropologues. C'est tout ce champ de recherche où on essaie de comprendre
qu'est-ce que notre psyché agit ou n'agit pas dans notre lien à l'écologie et qu'est-ce que la dégradation du vivant nous fait. Pour moi, ça reste un champ transdisciplinaire et ça reste un champ qui est aussi autant théorique que pratique. Voilà, j'ai pas, moi, ben, vous l'avez entendu et compris, bien que je fais quelques accompagnements individuels et que je suis fort proche de plein de thérapeutes, puisque je suis tombé là-dedans avant tout. Mon travail est surtout celui du collectif et du travail de changement culturel. Et du coup, pour moi, la dimension politique, elle est super importante. Et donc, je me sens fort proche d'Andy Fisher et de sa pensée très radicale. Et donc, pour moi, l'éco-psychologie, c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment un projet de société, un rapport à la santé. C'est un projet sur la psychologie aussi, de dire on ne peut pas penser la santé humaine et la psyché humaine coupée de ces différentes sphères. D'ailleurs, le premier truc qui m'a vraiment agi en psycho, c'est l'antipsychiatrie. J'ai vraiment fouillé de ce côté-là un moment. Parce que j'avais déjà ce truc de on ne peut pas penser les individus isolés. C'est pour ça que j'adorais la systémique, c'est pour ça que j'ai été voir du côté de l'antipsy, du côté de la socio. Et en fait, pour moi, quand j'ai découvert l'écopsy, c'est comme si c'était le N+1 qui faisait ah, mais évidemment, je travaille dans l'écologie, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas penser l'individu séparé. Mais il y a des personnes qui ont dit ça pour le... c'est magnifique. Merci Théodore Rosac, merci Betson, merci tous les grands frères et les grandes sœurs, hein, qui ont posé ces mots-là. Moi, ça m'a vraiment fait ah oui, ben oui, c'est ça, c'est là que je suis en fait, moi, que j'ai envie de marcher, quoi. Mm. Et donc, c'est vraiment ce champ conjoint et ce champ aussi pour moi qui doit rester pas une école, pas une orientation spécifique thérapeutique, pas une spécialisation, pas voilà. Et en même Mm. temps, qui doit pouvoir former, qui doit pouvoir accompagner, qui doit pouvoir structurer, contenir. C'est tout ce paradoxe aussi qui est compliqué. En tout cas, quand on parle, tu es animé, quoi. On sent que... Ouais, ouais, je suis aussi là, sinon vous ne serez pas là. Oui, clairement, je suis d'accord. Du coup, ça m'amène à une autre question qui, alors, elle est peut-être pas facile à répondre, mais avec du recul, même si j'ai entendu que tu n'avais que 42 ans et que tu n'étais pas encore un grand frère, vraiment, vraiment, mais quand même, qu'est-ce que tu penses avoir contribué là dans le domaine de l'éco-psychologie? Qu'est-ce que tu penses avoir apporté? Ou qu'est-ce que tu penses apporter? Bah, très concrètement, en Belgique, la réponse, elle est simple, c'est la formation, du coup, c'est d'avoir quand même amené vraiment, d'avoir contribué à, hein, parce qu'il y avait Mohamed qui faisait déjà des formations aussi, notamment chez Terre et Conscience, il y a Michel Maxime qui a écrit le bouquin, et peut-être je suis une des premières personnes dans le champ, en tout cas associatif, il y en avait quelques-unes dans le champ thérapeutique, il y a une personne magnifique dont on ne parle jamais parce qu'elle ne s'est pas inscrite directement dans le champ de l'éco-psychologie, qui s'appelle Cécile Bolly, Ok. qui est une doctoresse, formatrice d'infirmiers et d'infirmières et qui travaille notamment, qui emmène ses étudiantes et ses étudiants dehors, qui accompagne des hôpitaux et qui fait ça depuis des années. Elle, c'est une vraie grande sœur, mais un peu comme Terrasson ou un peu comme peut-être Bernard Boisson au début, qui ne disait pas spécifiquement vraiment éco-psychologie ou bien qui viennent d'autres approches hybrides ou qui ne mettaient pas ces mots dessus. Mais bref, en tout cas, d'avoir porté vraiment ce mot, ce champ, plus que juste du travail qui relie aussi. Parce qu'au début de Tes réveils ou avec Tes réveils, on a beaucoup amené le travail qui relie. Et on sait que Johanna, en fait, ne s'est jamais elle-même définie en tant qu'éco-psychologue et que l'éco-psychologie, c'est beaucoup plus large que le travail qui relie. Et voilà. Du coup, c'est d'avoir vraiment amené ça, surtout dans le champ associatif environnemental. C'est en train doucement hein, de faire, voilà, on fait des formations pour le RE et d'avoir aussi du coup contribué à ce que des écosystèmes comme Mycélium ou comme la Fondation essayent de penser une écologie intégrale dans laquelle il y a aussi toute cette place-là, même en termes de financement. Donc, ça arrive, je veux dire, avec Mycélium, on finance autant du travail sur le sans-abrisme féministe à Bruxelles, des clubs d'autodéfense queer
que des jardins partagés qui pratiquent de l'éco-psychologie. Enfin, et donc, c'est d'avoir amené peut-être ce truc d'avoir contribué, hein. Chaque fois, c'est contribuer. Je suis jamais seul, mais de le faire exister peut-être dans un réseau associatif. euh, et aussi d'essayer du coup que l'éco-psychologie ne s'absolutise pas, parce que sinon elle ne peut plus communiquer avec tous ces autres champs, en tout cas chez nous ici, et puis de contribuer à faire réseau, quoi, à ce que les praticiens, les praticiennes se reconnaissent, se retrouvent, se disent, ah mais en fait, comment toi tu fais de la thérapie quand tu es dehors, comment est-ce que tu accompagnes les groupes. Ouais, je dirais que ça c'est mon principal apport. Et je pense qu'une des spécificités pour moi, c'est que comme j'ai découvert ça aussi en même temps que le réseau Transition et que le travail qui relie, j'ai été tout de suite très fort touché par le copyleft de l'éco-psychologie. Le côté pas faire école, le côté... D'ailleurs, quand on a fait la formation, la première fois, on l'a appelée formation et puis parcours, elle n'est pas certificatrice. On ne considère pas qu'on forme des professionnels, on considère plutôt que c'est des chemins de découverte. Et, et pour moi, ça, c'est très important, la question du commun, que l'éco-psychologie reste un commun. Euh, ouais. Je ne sais pas si Ok. ça répond à la question. Si, Ouais. tu réponds complètement à ma question et j'ai envie de rajouter, je le fais pas, enfin, je le fais pas souvent, mais tout ce que tu dis, bah, ça résonne juste pour toi. Moi, je te témoigne juste que de l'extérieur, en tout cas, c'est ça aussi que tu as contribué pour moi, dans ta manière de faire, dans le livre aussi que tu as écrit avec Tilly et Michel Maximegger, enfin Tilly Grosjean et Michel Maximegger, mais aussi des échanges qu'on a eus ensemble de manière plus informelle. Clairement, je sais que toi, tu as été un des déclencheurs à la fois d'expérience et de réflexion qui m'ont fait un bien fou. Ça a été de remettre du mouvement dans la transition. C'est-à-dire que, tu sais, je t'en avais déjà parlé, c'est que, tu vois, moi, je prends l'image d'un Tao. Et comme tu es vraiment dans cette œuvre au niveau du collectif, au niveau du réseautage, et de travailler en fait la transition par le collectif et avec le collectif, euh, en tout cas, tu l'incarnes beaucoup, tu le travailles beaucoup, tu le parles beaucoup. Et moi, ça a été extrêmement inspirant que de remettre cette dynamique transition intérieure et transition collective au Mhm. sein de l'écopsychologie, qui est des fois décrite à travers les mots, mais qui n'est pas autant explicitée que tu le fais. Et je sais que moi, Mhm. tu m'as beaucoup apporté là-dessus. Merci. Voilà, Voilà. On a des fonctions différentes dans les réseaux. C'est vrai que moi, je suis à cet endroit-là. Ouais. c'est énorme. Alors, je vois que l'heure avance et que du coup, ça blablate beaucoup. Alors, je vais passer deux, trois questions et je vais passer à des questions peut-être plus directes et plus essentielles ou pas, j'en sais rien. Mais euh, la question que j'ai, c'est quels sont pour toi, là où tu en es maintenant, quels sont un peu les enjeux systémiques, tu vois? Alors, c'est hyper large hein, comme question, Mhm. mais environnementaux, social aussi, de l'éco-psychologie à l'heure actuelle. Qu'est-ce- ouais, quels sont ces enjeux? Pour moi, il y a un enjeu de danser entre la rentrer dans les institutions, dans certaines unifs, dans certains, en faire un champ de recherche transdisciplinaire, le crédibiliser pour que ça puisse aussi prendre sa place et dans l'enseignement et dans l'accompagnement des jeunes et dans le secteur de la santé, comment on vient vraiment bousculer les psys sur les questions de nos émotions liées à l'état du monde, du comment est-ce qu'on sort des cabinets, cette relation peut-elle encore vraiment être neutre? C'est quoi la neutralité quand on fait de l'éco-psychologie, alors que c'est aussi un projet politique? Enfin, je pense que là, il y a un vrai enjeu social et sociétal. Je me réjouis, là, je suis invité à Parole d'enfant en décembre, qui est un grand colloque du secteur de l'aide à la jeunesse et du soin et tout ça à Paris. Et on va aller avec une amie collègue pédopsie qui fait de l'écopsie au quotidien avec les jeunes, qui est vraiment une femme géniale. Et on va aller, voilà, ce genre d'endroit, pour moi, c'est important. Euh,
et à la fois de pas faire de pas le, enfin, c'est comme un peu on essaye de le faire dans l'écoféminisme, c'est-à-dire comment est-ce que ça peut gagner en même temps le terrain académique, comme ça existe aux États-Unis. Attendez, je vais faire ça, hop, parce que j'ai mon petit loulou qui va se préparer. Et à la fois, l'écoféminisme, par exemple, pour le moment, quand il y a des rencontres et tout ça, il est surtout porté par les académiques qui en parlent. Alors que c'est avant tout un mouvement de terrain qui a milité dans les rues, enfin, et du coup, c'est vraiment comment est-ce qu'on réussit à faire les deux à la fois et comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans des formations sans en faire une école figée, surtout vous en France, vous êtes super fort pour créer des écoles pyramidales, et puis quand le fondateur ou la fondatrice disparaît, c'est le bordel, on fait 5 courants différents derrière le courant initial, et c'est des luttes de pouvoir et d'ego pas possibles. C'est pas pour ça qu'on est là. C'est pas pour faire notre niche, notre métier. C'est pas pour s'asseoir sur dire moi je fais de l'écopsie depuis autant d'années ou de cette façon-là. Ou pour moi c'est pas pour ça qu'on est là. Et à la fois, ben, il y a ce truc de comment on en vit de l'écopsychologie quand on en fait son projet principal. Donc c'est des questions qui sont délicates, fines. Je trouve où il faut mettre en même temps de la déontologie et en même temps de la souplesse. Euh, Donc voilà, je trouve ça c'est un gros enjeu de l'écopsychologie pour le moment parce qu'il y a deux grandes dérives qui sont pour moi déjà là. En tout cas, on le voit avec le travail qui relie et que d'autres approches. Euh, c'est sa marchandisation. Comment l'écopsychologie peut devenir des outils pour aller mieux dans des grandes entreprises et contribuer à faire toujours plus de la même chose ou, euh, ou créer une école avec un petit R et puis avec un système pyramidal de supervision et de voilà comment c'est. Donc, comment est-ce qu'en fait elle se fait manger par le système capitaliste qui est extrêmement fort pour tout récupérer et nous, comme les autres, enfin, je veux dire, on ne peut pas s'extraire de ça, on ne peut pas penser que l'écopsychologie est magique par rapport à ça, elle est autant à risque que n'importe quoi. Et d'un autre côté, un autre risque pour moi, c'est de perdre son intelligence intellectuelle, son champ de recherche, sa précision, ces différentes voies d'Abraham à Plutkin, à Greenway, enfin, d'avoir qui s'inscrivent dans des courants philosophiques, cette mémoire que peut porter Mohamed Taleb. Donc, comment est-ce qu'on s'ouvre à cette mémoire? Comment est-ce qu'on se rapproche de champs qui sont peut-être qui sont des enseignements des peuples premiers, comment on peut se rapprocher par exemple du druidisme chez nous, sans tomber dans un truc New Age, Futra, où tout est mélangé, voilà, il y a aussi la clarté du chant. C'est une approche qui est aussi intellectuelle, c'est aussi une approche de logos, et dans laquelle on peut avoir une vraie ouverture. Moi, voilà, en tout cas, ça magie, cette ouverture aussi à la spiritualité, à la rencontre de plein d'autres façons de voir le monde, et à la fois dans laquelle on garde un esprit vraiment critique. Je pense qu'il y a vraiment tout ça qui pour moi est là pour le moment, parce que je vois où j'entends, et je pense que c'est pas tant que ça, mais des expériences, par exemple, de travail qui relient très légères sur leur dimension déontologique ou sur leur dimension spirituelle. On arrive tout de suite à des approches, en fait, qui, sans le savoir, sont des descendants directs du New Age. Et c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière le New Age. Enfin, je veux dire, vraiment aussi d'intellectuellement, d'aller voir et de se dire, OK, moi, ça me va ou ça me va pas. Ça peut aller, tout à fait, mais en tout cas, de voir d'où ça vient. Et c'est pas le même héritage que la contre-culture de Rosac. Pas exactement, on n'est pas les héritiers de la même chose. Euh, Ça, c'est un champ, pour moi, il y a vraiment comment l'écopsychologie se rapproche de certains milieux politiques, politisés. Est-ce que c'est les ZAD, les soulèvements de la terre? Est-ce que c'est... Voilà, moi, j'ai la chance de faire depuis 6 ans l'accompagnement, la supervision d'une mère écologiste, Europe Écologie Les Verts, et je fais un accompagnement vraiment éco-psychologique, et elle essaye de garder son âme vraiment dans tout ce qu'elle fait. Ça peut être donc des parties ou pas des parties, plusieurs parties, enfin voilà, il n'y a pas de... Mais en tout cas, comment est-ce qu'on reste pas un champ qui n'est que de la santé ou que de l'animation de reconnexion à la nature, mais vraiment aussi un champ qui vient là où on agit pour changer le système. Et comment est-ce qu'on met pour ça l'éco-psychologie au service de... Faut voir comment dans Extinction Rébellion ou dans
Il y a Eco-Dharma en France. Il y a des milieux militants qui s'emparent de ces questions-là et qui ont du coup souvent tout un travail à faire aussi de langage, de comment on fait les propositions, comment nos propositions sont réellement inclusives, avec les questions de genre, les questions de race, toutes les questions de domination systémique qui sont fort présentes maintenant dans les milieux militants et qui sont des questions en fait super importantes. Euh, donc voilà comment il y a un super dans le Journal of Eco-Psychology, hein, il y a un dossier qui est déjà vieux mais qui est Queering Eco-Psychology. Et ces questions, elles sont posées en fait dans ce champ depuis un certain temps. Ça, c'est pour moi des vraies questions. C'est vrai. Et Et puis il date de quand? je crois qu'il date de 2015, Ok. 16, bah, parce que le mouvement Ah, queer est j'avais. beaucoup plus développé dans le paysage anglo-saxon chez nous. Ouais. Et puis, il y a vraiment, j'ai envie de terminer là-dessus, je crois qu'il y a plein d'enjeux, mais il y a vraiment aussi, quand on accompagne, aux endroits où on accompagne, plus globalement dans cette transition, euh, cette logique de comment nos pratiques soutiennent l'acceptation, le rituel, le deuil, là où il y a ça à faire, la mise en mouvement, là où il y a encore des choses à régénérer ou à sauver, ou la recherche d'informations, là où on ne sait pas trop. Et donc, comment est-ce qu'on a des propositions qui font avec les effondrements, mais qui font aussi avec les fenêtres d'opportunité. Et ça, je pense que l'écopsychologie de 94 peut plus être la même que maintenant. Parce qu'on n'a plus les... Même au début du Great Turning de Johanna, hein, maintenant, quand elle en parle, c'est plus la même chose. Et donc, on est encore plus qu'avant dans cette logique d'espérance et pas d'espoir, dans cette logique de faire ce qui fait sens plutôt que faire ce qui va créer du résultat. Et je pense que cette volonté qu'il y a eu peut-être au début de se dire on va faire un grand changement culturel et on va réussir à emmener plein de gens avec nous, euh, qui moi m'a beaucoup animé au début aussi avec les mouvements en transition, etc. Ben, en fait, c'est des questions super complexes qui sont posées par les mouvements sociaux depuis des centaines d'années. Et, euh, et donc, je pense que c'est vraiment comment on fait sens plus que comment on fait résultat, mais en tout cas, comment on soutient la mise en mouvement, que ce soit pour un soin, pour aller mieux ou pour transformer, quoi. Finalement, tu réponds indirectement à la question que j'allais te poser, qui est comment faire pour aller guérir ces points d'ombre qu'il y a dans l'écopsychologie que tu as posé, hein, qui sont les deux critiques qu'on oppose beaucoup à l'écopsychologie. Le fait qu'elle est New Age, c'est ce qu'on peut entendre par exemple dans des critiques posées par Eric Sutter, par exemple, Ouais. ou, euh, ou à contrario, alors oui, il va y avoir New Age, mais on va dire, ben, en fait, faire de l'écopsychologie, c'est en fait faire du bien-être et se dépolitiser. Donc, tu vois, on entend vraiment ces deux grosses critiques, en tout cas en France, dans l'écopsychologie, beaucoup Ouais. tu vois, dans les textes. Et tu viens de faire sortir ce qu'il y a dans l'ombre. Mhm. Et ça me semble important de la regarder, cette ombre, tu vois, et de se dire ben, quels sont les moyens qu'on peut mettre aussi en œuvre pour aller la transmuter et la transformer. Donc finalement, tu as donné des clés, tu vois. C'est de continuer à aller œuvrer sur le plan du logos pour asseoir toute cette réflexion dans l'écopsychologie et l'actualiser par rapport aux besoins de maintenant et pas avec un prisme d'il y a une vingtaine d'années. Et surtout, j'entends de continuer à mettre cette mise en mouvement, quoi, qui est Mhm. là, et cette interpénétration entre le terrain et l'intellectualisation. Oui, et c'est faire ce que sont en train de faire Michael et Manon à Toulouse, c'est faire réseau avec des structures. Mm. Et vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose de super important, mais il m'a fallu un peu de temps pour le sentir. Mais quand j'ai créé le réseau Transition, quand j'ai co-créé le réseau Transition, j'étais encore très jeune dans ma... J'avais l'impression que ce qu'on faisait, c'était nouveau. Mais aussi parce que le discours du réseau Transition, même de Rob Hopkins, c'est un discours euh, très fort dans l'imaginaire de l'innovation. L'innovation sociale, culturelle, mais c'est quand même fort l'imaginaire de l'innovation. C'est important, hein, mais l'innovation, c'est quand même un imaginaire aussi très néolibéral, hein. C'est celui de la... De... Or, en fait, moi, ce qui m'a fait énormément de bien, c'était de me rendre compte que ben, il y avait en fait des structures d'éducation permanente au populaire qui faisaient des trucs qu'on faisait aussi, mais depuis 40, 50 ans, puis qu'on s'inscrivait en fait comme héritier, héritière des syndicats,
Et ça, Mohamed, il l'amène beaucoup, par exemple, quand il nous ramène aux béguines, aux sorcières, aux grandes luttes sociales, c'est vraiment, mais en fait, on a un passé, on n'est pas du tout, l'éco-psychologie, c'est créé à Nismola, mais en fait, elle s'est créée à d'autres endroits avec d'autres mots, puis on n'est pas. Et donc, on peut même accepter à certains moments de perdre le mot, peut-être pour mieux le retrouver, pour mieux l'affiner, ou pour le poser comme un contenant à certains endroits. Ça, je trouve que ça reste vraiment important. Mais en tout cas, est-ce que notre volonté, c'est vraiment de déployer l'éco-psychologie, ce qui peut être important, ou est-ce que c'est de déployer du soin dans une vision éco-psychologique? Peut-être qu'il faut se mettre en lien avec les philosophes du Caire. Est-ce que c'est d'aller proposer à des ZAD, comme ça s'est fait beaucoup à Notre-Dame et à d'autres endroits, de se mettre en lien avec les autres humains pour faire de la politique territoriale autrement, grâce à des outils d'écologie profonde, le Conseil de tous les êtres, mais bien d'autres, et de transformer aussi du coup nos... Et puis de ramener, en fait, regardez, tout ça a aussi un passé, tout ça a aussi des écrits. euh, donc, je pense que c'est important de ne pas y aller dans une posture d'évangélisation. Et surtout, nous, c'est un truc, c'est vraiment une erreur qu'on a fait au début avec le réseau Transition. Quand on est arrivé dans le champ associatif belge, c'est qu'on est arrivé en disant le réseau Transition peut fédérer plein d'initiatives. Mm. Et what, pourquoi? Ce serait à nous de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, mais nous, on va venir soutenir ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous faites en fait? Ah ouais, c'est passionnant. Ben, on peut venir en soutien de ça et regarder, on a une spécificité qu'on peut amener, et c'est celle-là. Et moi, je crois que c'est là que sont les dangers des égos. Parce qu'en fait, on s'attache à des identités. Pour moi, c'est hyper important, l'identité éco-psychologue, puisqu'elle est venue révéler quelque chose dans ma propre vie. Mais si je m'accroche à cette identité et que je vais que habiter de mon identité, me frotter à d'autres identités, ben, les autres ne peuvent que affirmer la leur et du coup créer du... Donc je pense que là, les égos de nos organisations, de nos collectifs, de nos réseaux sont super importants à regarder. Euh, Et en plus, pour moi, on n'a plus le temps de faire ça. Enfin, voilà, on a le temps de déontologiser, de faire des recherches de profondeur, d'affiner, mais on n'a pas le temps de créer des structures usines dont on ne pense pas à la mort et qu'on projette comme étant dans 30 ans ayant fédéré toutes les structures. Enfin, j'en sais rien. C'est plus ça qui est là. C'est plus ça les luttes sur le terrain. C'est plus. Si ça l'a jamais été, d'ailleurs, j'en sais rien. Il faudrait demander aux historiens de l'environnement de nous éclairer. Merci de ce que tu poses. C'est aussi ce qui a besoin d'être travaillé, tu vois, au sein de la FECOP. C'est aussi c'est précieux, tu vois, ce que tu es en train de poser. Vraiment. Et si Ouais. je veux mettre les pieds dans le plat, Mais vas-y. euh, Bon. je pense que dans nos anciens et nos anciennes, il y a des blessures, quoi. Hein. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faudra un jour peut-être poser avec Jean-Pierre, avec Marie, avec Michel Maxime. C'est qu'il y a eu des... il y avait une de tes questions qui était ce qui a freiné le déploiement de Oui. l'éco-psychologie. C'est aussi que des personnes se sont fait mal, en fait. Mm. C'est pour ça que nous, on essaye de prendre beaucoup soin des relations entre collectifs et entre personnes, parce que quand il y a, et là on le vit pour le moment dans notre collectif, dans nos réseaux, c'est qu'il y a des blessures de trucs très durs qui ont été vécus il y a 2, 3 ans, et ces trucs n'ont pas été encore traités, traités symboliquement, ou enfin il y a eu des essais de médiation et tout ça, mais qui n'ont pas pris. Mais même il n'y a pas eu de traitement symbolique de ça, il n'y a pas eu de ritualisation de ça. Et en fait, ça crée des espaces de où des collaborations devraient se faire et elles ne se font pas, du coup des projets tombent à l'eau, ou bien on n'ose plus inviter certaines personnes parce qu'on a peur de les inviter. Tu sais, comme quand t'es... Moi, je vis ça comme un enfant de parents séparés, ou comme un ami d'un couple qui se sépare. Tu sais plus là, tu vois, mais qui j'invite pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je peux aller rencontrer, je vis des conflits de loyauté, tu vois, de trucs qui Mm. m'appartiennent pas du tout, du transgénérationnel de réseau, quoi. Ouais, ouais. Ah, Donc j'adore. là, on va faire un moment, là, fin novembre, par exemple, sur des aînés, je ne vais pas dire qui et quoi et tout ça, mais Mm. on a des aînés qui sont un peu fait mal dans nos réseaux il y a quelques années, et on va faire un temps avec elles. Pas de médiation, pas de... L'idée, c'est pas de leur dire, vous devez bien vous entendre, mais en tout cas de rituels collectifs pour dire, en tout cas, nous, là, en tant qu'héritiers, héritières, euh,
on fait avec notre histoire, on la reconnaît, on la voit, et en même temps, on ne se piège pas dans cette histoire. Hmm. Je te remercie, Elie, parce que tu sais à quel point pour moi ça c'est précieux et on en avait Ben déjà oui. parlé. Moi, c'est aussi la sensation que j'ai, en tout cas en France, qu'il y a de l'histoire qui se répète et de me sentir plus ou moins démunie. Donc, je, peut-être ce serait intéressant d'aller travailler de cette manière la mémoire. Tu vois, mais cette conférence, elle avait déjà aussi ce but-là. C'était aussi d'aller recueillir un petit peu la parole de chacune et de chacun, de remettre un peu de circulation, tu vois, dans cette histoire. Parce que Mm, oui, il y a ce transgénérationnel qu'on scoltine au sein des réseaux, mais aussi de ce qu'on porte. Et je vois en France que, bah, en tout cas dans le cadre de l'écopsychologie ou de ce qui a été posé, il y a beaucoup de conflits d'ego, d'intérêts, de différences de points de vue qui ont du mal à se dialoguer, à se frotter, parce que justement, il y a des identités, comme tu l'as dit, qui se frottent un peu trop. Et il y a du soin, il y a beaucoup de soin à mettre là-dedans. Ouais. mm. Oui, et moi, je mets pas, sincèrement, je mets pas de jugement là-dessus. Je crois que, Ouais, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais en tout cas, nous, on doit reconnaître que ça nous impacte et que si on veut, par exemple, réaliser le projet de la FECOP, qui est quand même vraiment du réseau, et c'est un beau réseau, et c'est pour moi vraiment un espoir de réseau international, francophone, pour nous faire gagner en puissance, qu'on est en train de travailler notamment avec Sylvain et d'autres, de se dire, mais ce serait quoi les commandes de formation en écopsychologie? Je trouve que c'est super important d'aller dire ça. C'est presque pour nous, en tout cas, on ne peut pas se passer de ça si on veut faire de l'écopsie. C'est aussi important, sans labelliser pour autant, mais de reconnaître des communs, d'avoir des chartes, d'avoir en fait, des contenants qui sont pas des absolus, qui peuvent pas juste faire un in et un out, quoi, t'en es ou t'en es pas, mais qui sont en même temps des points de référence et où des tiers peuvent se référer à pour se dire, ah ben non, en fait, l'écopsychologie, effectivement, c'est pas New Age ou c'est pas, et l'écopsychologie, c'est pas effectivement dépolitisé. Voilà, on a besoin de ce genre de texte commun. J'en ai parlé tantôt à Catherine. Je crois qu'on, c'est le moment pour qu'on sorte un manifeste de l'écologie sensible ou de, commun, collectif, où on pose une parole qui peut être utile. Et donc, on a besoin de ça et et à la fois, je sais pas, voilà, je me suis perdu moi-même. Je suis désolé, je parle vraiment trop. Je vais ah, m'arrêter, en fait. ah ouais. En même temps, juste je compléterai, en même temps, on a besoin de ça. Et en tout cas, ce qui fait résonance aussi, comme un manifeste, comme tout manifeste, c'est qu'il est valable dans le temps, à l'instant où il est écrit, et Ben oui, simplement voilà, tout à évoluer dans le fait. temps et dans l'espace, quoi. Ben oui, Comme le faut disait voir ce Marc. qui s'est passé avec les principes de l'écologie profonde, hein, quand ils ont eu plusieurs générations, quoi. Au début, il s'est aussi beaucoup ouvert. Nas, il a reconnu quoi, que notamment, en fait, il y a l'écoféminisme a amené énormément de choses, l'écologie sociale a amené énormément de choses et l'écologie profonde. Et nous, ben, on est aussi plus tard, on est aussi dans des endroits où, oui, il faut actualiser en même temps, reconnaître la Exactement. profondeur des racines et Ouais. actualiser à la fois ce double mouvement, quoi. Hmm. Merci, Ellie. Je crois qu'on va arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure et que Ouais, je pourrais vraiment passer plus de temps à te poser des questions, mais du coup, j'imagine que les personnes qui sont avec nous ont aussi plein de questions. Est-ce que ça te va, Ellie? oui, oui, bien sûr, ouais. Merci pour ce moment de partage. On sent que c'est passionné, il était passionné. Alors, je passe Avec la grand parole plaisir. aux personnes qui sont là et je vous laisse ouvrir le micro ou peut-être écrire dans la discussion comme vous le souhaitez. Sinon, j'en ai plein d'autres, hein, alors, Ah non, il y a Sylvain, regarde. Euh, on t'a peu entendu sur l'éco-spiritualité. Tu as quand même dit le mot une fois. Hmm. Euh, c'est peut-être trop personnel comme question, mais toi, l'éco-spiritualité, concrètement, comment tu vis ça, en fait? Hmm. Non, mais merci, Sylvain. Euh, D'abord, j'ai juste envie de dire que quand je pose la différence entre les deux, je prends toujours l'exemple de si on fait de l'éco-spiritualité et qu'on va dans une forêt, on va peut-être chercher à rencontrer l'esprit de la forêt ou l'esprit de l'arbre ou l'esprit commun qu'il y a entre nous, l'âme du monde.
on peut avoir une dimension aussi immanente ou transcendante, mais on peut vraiment aller chercher dans ce qui nous dépasse et ce qui nous relie à cet endroit-là. Et si on fait de l'éco-psychologie, pour moi, on peut se contenter, mais c'est vraiment pas un contenter dans le sens c'est moins, mais on peut amener d'autres personnes aussi qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler de spiritualité en les ouvrant en disant, voilà, vous avez en face de vous un être vivant dans lequel vous pouvez créer une relation réciproque qui vous perçoit d'une façon qui n'est pas la même que vous. Il y a un choc culturel, mais vous êtes dans une forêt, vous êtes observé par une communauté de sujets, vous n'êtes pas dans un stock de ressources. Donc je crois qu'on peut vraiment faire de l'éco-psychologie euh, laïque ou très attentive sur les questions de la spiritualité. Alors c'est pas mon cas. Enfin, je peux en faire, ça m'arrive encore, par exemple, si je fais effectivement du travail avec des personnes qui font de l'éducation relative à l'environnement ou quoi, je vais être très prudent. Mais c'est pas moi ce qui me porte le plus, puisque moi, ma spiritualité, elle est assumée et importante. C'est vraiment du quotidien. En tout cas, j'essaye, hein, parce que je suis pas quelqu'un de la discipline, moi. Donc voilà. Mais donc, pour moi, il y a vraiment dans le quotidien, dans les rituels quotidiens, ouais, j'ai un hôtel là derrière moi hein, où il y a les quatre éléments, où il y a vraiment dans un rituel quotidien se réinscrire dans un champ plus large, dans un soi plus large qui passe par tout le système symbolique et par la recherche de communication avec l'âme du monde aussi, à travers les rêves, à travers des moments de reliance dehors, des temps où je me pose, où je me laisse visualiser. Euh, ouais, j'ai un héritage très chrétien et j'ai vraiment des parents très engagés et je suis assez en paix avec cet héritage parce qu'ils sont plutôt progressistes et que je suis un grand ami de Michel Maxime, de Christine Christophe, et je vois toute la beauté de ces personnes qui, dans cet héritage chrétien, œuvrent à ça. Et à la fois, moi, j'y suis pas. C'est pas mon, voilà, j'arriverai plus jamais à être chrétien. Je l'ai déjà dit à mes parents, c'est un désespoir pour eux, mais c'est comme ça. Je peux plus. Je me souviens d'avoir posé très tôt des questions à ma maman où je lui disais, mais comment est-ce que tu peux être si sûr que ça, que toi, tu as raison et pas les hindous ou pas les bouddhistes et voilà, ça, j'y arrive pas en fait, ce truc de. euh, Mais par contre, là, je suis en train de vivre quelque chose de très beau et dont je peux pas poser trop de mots, mais c'est à travers une rencontre que j'ai fait en Colombie cet été, j'ai vécu des rituels en la corazón de la madre tierra, en la corazón del cosmos, avec une, euh, une, an- une, une grand-mère maya. C'était pas du tout prévu, mais voilà, j'étais là. Et c'était très beau et on l'a fait venir là en novembre. C'est une très belle rencontre. Et en fait, grâce à elle, je me rapproche plus des traditions de la terre d'ici encore que c'était déjà en cours, mais donc des traditions plutôt celto-druidiques. Euh, et là, ça me, ça me touche parce que je vois qu'il y a des personnes, en tout cas celles avec qui je suis principalement en contact, qui sont aussi passionnées de l'âme du monde, des grands mythes, des grandes cosmologies, de comment l'âme du monde se cache dans les histoires, dans les poésies. Et en fait, j'ai vu notamment cette personne avec qui je démarre un parcours dans le druidisme et que je connaissais pas d'avant. Et il y avait tous les Cotreau, tous les Bachelard, tous les Durand. Et je me dis, ah mais mince, en fait, les druides peuvent être des éco-psychologues. Et évidemment, je veux dire, euh, qu'on pourrait le dire comme d'autres traditions, quoi. Donc voilà, moi je le vis comme ça, mais j'ai pas du tout envie non plus de l'absolutiser. Pour moi, c'est vraiment très important que ça reste pluriel. Voilà, Sylvain. J'ai bien aimé ton... Bah, c'est une petite... comment dire ça? J'ai bien aimé ton histoire sur... oui, il y a une formation à donner. Faire attention à ce qu'elle ne devienne pas trop académique ou formelle ou dogmatique. Personnellement, celui qui m'a le plus appris au niveau relation avec la nature, c'est un vieil Indien, il savait ni lire ni écrire. Hmm. Et pourtant, point de vue connaissance, point de vue logos, il en avait un paquet. Tu pouvais Hmm. difficilement lui apprendre à quelque chose sur la forêt, hein. Mais ouais.
pas un biologiste, mais il en savait beaucoup. Mm. Donc, justement, lui, je le considère comme un grand éco-psychologue quelque part, au niveau de Mm. sa relation avec la nature, mais il savait ni lire ni écrire. Mm. Donc, je comprends très bien ton histoire. Oui, il y a du logos, mais c'est pas du dogme. Voilà. Mm. Mm. Tu te sens prêt, Ellie, à ce que je te pose une question qui a écrit dans la discussion. On va passer d'éco-spiritualité à carrément autre chose. Ouais, allez-y, évidemment, je suis là pour ça, hein. C'est vrai? Alors, c'est Katia qui écrit, je travaille pour une collectivité qui cherche à revitaliser son territoire. Mm. Comment l'éco-psychologie peut accompagner un collectif à développer un sentiment d'appartenance à leur territoire et ou les accompagner à construire un récit d'avenir partagé qui s'inscrive en cohérence avec la mémoire du lieu. C'est un enjeu fort dans le cadre du programme Petite Ville de demain et je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Peut-être que l'éco-psychologie peut m'aider. Ouais, super question. Là, tu arrives sur un truc qui me passionne pour le moment, qui est justement un des enjeux pour moi des écopsies, c'est comment est-ce qu'on va euh, vraiment rentrer justement dans des alliances de dynamique territoriale de ce type-là. Donc, c'est vraiment génial que tu poses la question, Katia. Alors, je pense qu'il y a déjà des choses en cours. Il y a par exemple, je vous invite, je ne sais plus c'est dans quel livre de Johanna, dans quelle édition d'Écopsie pratique, si c'est dans la deuxième ou la troisième, donc de Écopsychologie pratique et rituel pour la Terre. Elle raconte une fois où le Conseil de tous les êtres a été animé dans le cadre d'un projet de construction d'un centre écologique et où du coup, comment est-ce que les personnes qui étaient engagées dans le projet, avant de faire même les plans, sont rentrées en dialogue avec tous les êtres vivants du lieu euh, pour savoir comment ça allait les impacter et se sont vraiment prêtés au Conseil de tous les êtres. Donc, Katia, si tu connais pas le Conseil de tous les êtres, c'est vraiment un rituel où on prête sa voix à des êtres autres qu'humains et où on accepte vraiment. Pour certains, ça va être du jeu, hein, peut-être que certaines personnes vont le prendre plus comme du théâtre, et pour d'autres, ça va être de l'ordre de la constellation, où il y a des choses qui nous dépassent et qui vont se dire à travers nous, quoi. Et donc là, moi, je crois qu'il y a vraiment des pratiques à créer pour comment est-ce que les écopsychologues peuvent devenir euh, des médiateurs entre le monde autre qu'humain et le monde humain. Comment est-ce qu'ils peuvent aider à rentrer en lien avec la forêt, avec la rivière, avec la pierre qui est là, euh, en proposant justement des pratiques collectives, c'est-à-dire pas en étant le chaman ou la chamane qui va parler uniquement pour, mais plutôt proposer des processus ou des pratiques qui vont permettre à toute personne qui participe de tenter de jouer le jeu elle-même et de voir si elle aurait quelque chose à déposer. Et là, pour moi, on est déjà beaucoup plus dans le récit collectif et dans la co-création du récit collectif, avec des moments forts possibles qui peuvent jalonner un projet, en disant ça peut être un moment d'ouverture, un moment un an après, où on raconte l'histoire, qu'est-ce qu'on a fait jusque maintenant, et on écoute le répondant. On peut raconter cette histoire au territoire et avoir des personnes euh, qui disent ce que le territoire pense de cette histoire. Alors, ça peut être les représentants des écosystèmes. Il y a 2 ans, j'ai participé à une formation de hauts cadres territoriaux qui est donnée à Strasbourg, qui est un peu l'équivalent pour les territoires de cette formation de hauts cadres nationaux là. C'est l'INEP, l'INET, je sais plus. Et on était avec Pablo Servigne et Pablo faisait une matinée sur l'état du monde et moi je faisais une après-midi sur accueillir les émotions qui sont liées à ça et puis justement faire autrement politique dans le territoire. On avait fait un jeu ou un jeu de rôle où les hauts cadres étaient, on les mettait en sous-groupe et c'était des conseils territoriaux. Enfin, il y avait toute une mise en situation. On était en Corse, il y avait eu un drame énergétique, un drame alimentaire, etc., etc. Et elle devait co-décider de certaines stratégies. Mais dans le conseil, il y avait 2 représentants du monde politique, une citoyenne tirée au sort, une représentante de la mer, une représentante des animaux et une représentante des forêts et une représentante des générations futures.
à cette génération en avant. Et ce groupe devait vraiment se mettre en situation de prendre la décision qui faisait consensus pour l'ensemble de ces partis. Et ils nous ont dit que c'était juste dingue comme exercice, que jamais ils auraient imaginé pouvoir rentrer dans ce genre de truc, parce que c'est en fait un exercice d'imagination. On peut le faire passer sous forme de jeu, sous forme de... Mais ça a vraiment transformé leur regard. Je pense que là, il y a des pratiques euh, de réciprocité avec Abraham. Enfin, il y a vraiment des pratiques où des écopsychologues peuvent venir dans un rôle d'animatrice en partenariat, je dirais, avec des facilitatoristes d'intelligence collective et de participation citoyenne et des artistes qui peuvent être aussi, hein, des écopsies, il y a aussi plein d'artistes, mais qui vont alors mettre ça en sensible, conté, poésie, image, qui vont venir travailler alors vraiment les imaginaires. C'est là que moi je verrais la place dans une des possibles en fait. Je vois la question de Katia. Mais l'article sur le Conseil de tous les êtres, il est dans une des éditions de Écopsychologie pratique et rituelle pour la Terre. Et je pense même qu'il a fait d'ailleurs l'objet d'un article scientifique. Donc là, il faut peut-être faire un peu de recherche dans Google Scholar. Peut-être que Catherine l'a, je ne sais pas. Ouais, le Conseil de tous les êtres, il est aussi dans un petit bouquin coécrit avec Arne Ness, euh, Johanna Messi et une troisième personne. Ben, son créateur, John Seed. Ouais, John Seed, exactement. C'est un petit bouquin qui s'appelle. Je me demande si c'est pas. Ah, zut, je vais le retrouver dans ma bibliothèque. Ouais, je sais plus. Moi, ça s'est pas activé, donc je peux pas vous dire non plus. Attends, je vais regarder sur Internet. Peut-être pendant Je que Catherine cherche, on peut. Ouais. vais prendre une dernière question parce que le temps avance et que du coup, on va aller vers la dernière question. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'est ça. Penser comme une montagne. Ah oui, c'est dans celui-là. Ça dérangerait, Catherine, de le mettre en lien dans la discussion? Ok, je vais chercher. Merci, Catherine. Et alors concrètement, Katia, je pense que tu peux passer par la FECOP, mais aussi sinon peut-être par le réseau, en tout cas le réseau des facilitatoristes en travail qui relie, là, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi. Là. Réseau dansant? Non. Non, pas les réseaux dansants, alors évidemment, ouais, ça c'est une assoce avec Claire Carré et tout ça, là il y a aussi certainement de la ressource. Je pense à une personne aussi, c'est Charlotte. Je Euh, marre. Charlotte qui fait du TQR avec Marine Simon, qui a porté le film là. Ah, mince, c'est Charlotte comment? Parce qu'elle, elle fait aussi de la participation citoyenne, elle a les deux casquettes. Ça, c'est chouette hein, d'avoir quelqu'un qui a les deux casquettes. Je vais pas. Je vais trouver. Merci, Catherine, pour la mise pour le lien. Ouais. Super. Charlotte Augier, Ok. qui est une très chouette personne. GIER, c'est ça? Voilà, je la mets dans le chat. Ah, génial. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, si ça vous va, on peut aller tranquillement vers la fin de cette conférence, de ce temps de partage ensemble. Est-ce qu'il y a un petit temps de fermeture que tu aimes bien proposer ou pas, Élie? Moi, je suis toujours dans l'impro pour ce genre de truc. Mais moi, j'aurais peut-être envie d'entendre tout le monde avec un petit mot de fin quand même.
chacune un se sent et puis j'ai envie d'entendre là, si, comme ça spontanément, si je vous demande un être autre qu'humain à qui vous vous sentez particulièrement relié maintenant, ce serait qui? Hmm. Moi, c'est le cyprès dans le jardin, Hmm. Et tu veux dire deux, trois mots de météo et puis tu passes la parole à quelqu'un d'autre? carrément. Euh, je me sens toute revitalisée et reconnaissante. C'est une météo joyeuse et chaud doudou. Hmm. Voilà. Et je passe la balle à Catherine qui est à côté de moi. Ouais, si vous pouvez Merci. rallumer vos caméras pour ce moment-là, comme ça on voit tout le monde, ça c'est toujours chouette aussi. Voilà. Pardon Catherine, du coup je... Donc moi, je suis très reliée au vent, notamment le vent comme celui qui soufflait hier soir sur Bordeaux. C'est un vent chaud. Et voilà, je suis très très reliée au vent. Ça me fait énormément de bien et je suis de toute façon tout le temps reliée au vent, mais particulièrement celui qu'on avait hier. Hmm. Et ben merci beaucoup Ellie pour ta conférence qui est vraiment très très dense et qui sonne très 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 juste sur plein de points pour moi. Et je suis hyper admirative de ce que vous avez réussi à faire en Belgique et j'aimerais vraiment que quelque chose comme ça émerge en France. Et, euh, et voilà, j'admire ta capacité de réseautage parce que comme je te disais ce matin, moi je suis une sauvage, donc j'ai vraiment beaucoup à apprendre dans ce domaine. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien que la FECOP puisse exister, que on puisse construire quelque chose. Donc moi, je me sens ben, très, ouais, je sais pas comment dire, mais ben, j'ai pas les mots. Pleine du bonheur de ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Je Merci passe la Catherine. balle à qui? Alors, je passe la parole à Sophie. Merci. Alors moi, je me suis sentie particulièrement reliée à la forêt et plus particulièrement aux forêts de la Réunion parce que là, on est à Saint-Denis de la Réunion. Hmm. Et par rapport à la conférence, ça m'a beaucoup enthousiasmée de découvrir tout ce paysage, tout ce qui se crée, toutes ces connexions et ça m'a donné aussi plein d'envie et d'idées. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, je remercie pour tous ces partages. Euh, c'est un champ un peu nouveau pour moi, même si finalement, j'allais dire sans le savoir, enfin, je suis dedans. C'est mon travail tous les jours. Je suis guide accompagnateur en montagne et, euh, et je souhaite vraiment m'impliquer en fait là-dedans. Donc, moi aussi, ça m'enthousiasme vachement là, ce que j'ai entendu et, euh, et je poursuis en tout cas là-dedans. Hmm. Merci. Alors à qui vous passez la parole de la Réunion? À Mélanie. Bonjour, moi je me sens éveillée, peut-être dans le correctement, parce que je me sens aussi, On te perd Mélanie, peut-être que c'est quand même mieux que tu coupes ta caméra du coup, pour avoir suffisamment de réseau pour qu'on t'entende. Hmm. Ah ça c'est rude.
Bon, mais je pense qu'on peut écouter Agnès, par exemple. Pas de souci, merci. Moi, je me sens reliée à une rose que j'ai vue juste avant la conférence dans mon jardin, avec un peu encore de couleur en cet automne et en même temps beaucoup de fragilité. Elle est toute seule, elle reste toute seule sur son plan là. Et de l'identification sans doute aussi dans cette reliance. Euh, Ma météo intérieure, c'est un mélange d'admiration, effectivement, pour ce parcours qui est le vôtre, beaucoup d'intérêt intellectuel. Des choses qui me parlent beaucoup autour de l'éco-psychologie, un petit peu moins autour de l'éco-spiritualité. J'ai fait un TQR pour la première fois cet été, j'ai eu un petit peu de mal avec certaines dimensions. C'était avec les roseaux dansants. Et puis un peu de tristesse parce que j'appartiens au monde académique et que ouais, c'est des approches qui m'intéressent et en même temps, je vois pas bien moi comment je vais pouvoir combiner en fait le monde académique avec ces approches-là, mais pour le coup, c'est quand même des ouvertures très, très intéressantes. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Agnès. Alors, est-ce que tu passes la parole à Katia ou à Sylvain? Allez, je vais dire Katia. Ton micro est coupé, Katia. Ah, pardon. Bonsoir, merci d'avoir répondu à ma question et de m'avoir ouvert plein de nouvelles possibilités. Je vais aller explorer ça sur Internet. Et pour la référence, le livre, hein, merci beaucoup. Euh, alors moi, ça m'a connecté à la forêt aussi, mais la forêt de Bouligny, donc c'est la petite ville de 2500 habitants pour laquelle je travaille et où j'avais en tête d'imaginer quelque chose qui relie les enfants à la forêt pour faire un peu l'école hors les murs, ou voire même les actifs, les habitants, les reconnecter à cet espace de nature-là. Donc voilà, je pense que ça va bien m'inspirer, tout ce que vous m'avez apporté ce soir. J'ai été aussi contente que vous évoquiez Rob Hopkins parce qu'il est venu il y a 2 semaines sur le territoire, justement. Je pense que, alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques limites, mais en tout cas, les élus, ça leur a apporté beaucoup. Et j'ai l'impression que ça va faire changer peut-être un peu les mentalités. Donc, voilà ce que je pouvais vous faire comme retour. Merci, Katia. Alors, cher ami suisse, Alors moi, c'est tôt, je me sens très relié. Ça paraît triste, mais ça l'est pas. Mais au brouillard, à la brume et aux nuages. L'automne arrive dans les Alpes suisses, et puis on voit les nuages qui passent par-dessus l'école, qui redescendent dans la plaine. Et moi, c'est une période que j'aime beaucoup parce que c'est la période de la désalpe. Tous les animaux, vaches, moutons et tout ça qui étaient tout en haut, ils redescendent. Que la place est relaissée au monde sauvage. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça doit être la même chose en France et tout ça, mais en Suisse, c'est très marqué. Le retour du loup fait terriblement peur. Le rapport au sauvage, hein, tu parlais de terrasson, là, la peur du sauvage et tout ça. Et les lobbies éleveurs et tout ça, ils ont mis des points au niveau politique et puis ils pensent en abattre un paquet. Alors tout n'est pas joué. Il y a aussi les amis du loup qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais moi, j'ai un gros chien loup et je fais des énormes balades dans toutes ces régions des Alpes où il n'y a plus personne, l'automne, l'hiver et tout ça.
Alors moi, c'est un sentiment de liberté, au fait, énorme, ce brouillard. C'est pour ça que c'est pas triste du tout pour moi. Voilà. Et puis, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour les COPSI et remercier Emmanuel aussi pour tout ce qu'elle fait avec ses conférences et tout ça. C'est tout un travail avant qu'on voit pas. Faut joindre les gens, faut les motiver, faut etc. C'est énorme en fait. Alors merci Emmanuel et merci Elie. Voilà. Mm. Et toi, Élie? Si, Sylvain. Euh, ben moi, pour le moment, je suis très lié au corbeau et au retour du... Bon, c'est pas cette année, mais on a la chance d'avoir le retour du grand corbeau, hein, qui avait disparu, hein, avant de nos contrées. Il n'y avait plus que les corneilles et les freux. Et je sais pas, cet animal me passionne par son intelligence, mais aussi parce que il est très chargé symboliquement de travail des transformations, euh, il nous réapprend à regarder la nuit, les forces de l'ombre. Bon, voilà, il m'accompagne, j'ai envie de dire physiquement et spirituellement, parce il est vraiment dans les deux champs. Donc je le remercie vraiment beaucoup. Et puis, comment je me sens? Je rejoins totalement Sylvain sur le merci Emmanuel, merci Johan, et puis toutes les autres personnes qui ont rejoint et qui participent à la FECOP. Je trouve que vous avez une façon de faire qui est juste, il me semble, pour ce qui nous rassemble. Et du coup, je crois que ça peut vraiment être un lieu de, peut-être pas d'unité, mais de réunion, ce qui est peut-être plus important. Euh, et donc, un immense merci pour ça. Je suis touché d'avoir raconté, parce que en général, je fais plutôt des conférences ou des interventions sur du contenu ou sur des pratiques et moins sur de l'histoire. Et en fait, quand j'ai dû faire enfin, quand j'ai décidé tantôt de me refaire la ligne du temps, là, c'était très chouette pour moi comme exercice. Moi, je suis pas du tout je sais jamais les dates, les années, mais même vraiment pas les années, quoi. C'est même pas au mois près, c'est à l'année près, je sais jamais. Je passe rapport chronos au temps et donc ça m'a fait du bien. De revoir aussi toutes ces transformations aussi. Et à la fois, je vous avoue, quand je dis ça, je suis aussi très touché par par le où on est là maintenant en termes de tous ces endroits qui sont trop tard, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à bosser dans l'environnemental. Il y a 15 ans, il y avait beaucoup moins d'endroits trop tard. Et c'était il y a 16 ans même, même en étant déjà en contact avec des écrits du Club de Rome. Et ça, c'est quelque chose qui me touche régulièrement et, euh, et là qui pour le moment est présent parce que j'ai vraiment ce bois dans lequel je marche beaucoup. Je me relie toujours au fait de pas savoir qui va continuer à y vivre ou pas. Et en fait, j'ai un truc qui m'a replongé dans un nouveau cycle qui a renécessité du prendre soin au niveau émotionnel. C'était l'info de l'arrêt du Gulf Stream qui est tombé, quoi, où vraiment maintenant c'est là et là je me suis dit mais je le savais, une part de moi le savait évidemment, c'était dans tous les modèles, mais on était quand même dans un truc collectif plutôt vers le réchauffement climatique. Et puis l'arrêt du Gulf Stream vient tout rebouleverser et dans nos représentations, et c'est vraiment ce truc de comment est-ce qu'on marche avec cette incertitude, pas tant groupale, pas tant sociale, mais vraiment l'incertitude qui est importante, mais vraiment l'incertitude du qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va pas pousser, qui va être là, quels seront les oiseaux qu'on n'entendra plus. Là, je sens que moi, ça va me bouleverser, quoi. Ça me bouleverse déjà, donc. Voilà, peut-être en réponse, Sylvain, à ce que tu as su transformer avec le loup, parce que le loup, il arrive chez nous là maintenant, et ça amène ces mêmes forces contraires d'amitié, de désamitié. Ouais, voilà. En tout cas, un immense merci pour tout ce qui se fait, pour tout ce qui est là. J'espère que Agnès, tu pourras peut-être toucher d'une façon ou d'une autre Catherine, parce que vous n'êtes pas les seuls académiques isolés. Il y en a d'autres.
Et Katia, je voulais juste te dire encore d'aller voir en France du côté du Grand Secret du Lien, l'expérience qui s'est faite avec des élèves qui ont été emmenés dans le dehors, dans des immersions avec des élèves de différentes catégories sociales. Et derrière, il y a Dominique Cotreau notamment, qui est quelqu'un de très, très, très intéressant. Et Voilà. justement, ouais, Frédéric Plénard, on a tourné avec Johan, on a participé à un documentaire qui va sortir qui s'appelle La trame du vivant et qui est la suite justement du Grand Secret du Lien dans ce travail, dans ce filage-là de pédagogie alternative et de pédagogie qui vont vers le vivant au sein des universités justement. Donc, expérience géniale. Ah, super. Ouais. Ouais. Ça peut nourrir aussi les imaginaires des élus, hein. Complètement. Voilou. Merci Élie, merci à vous toutes d'avoir été présentes et présents. Merci à toi Élie, je suis en gratitude pour comment tu t'es déposée et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc c'est une conférence toute précieuse qu'on va avoir en témoignage. Merci à toi. Ben, Passe- merci à vous. C'était Mm. super de Passez vous une belle sentir soirée. là. À Merci bientôt. Au Emmanuel, revoir. Élie.